Tout d'abord, nous nous sommes rendus sur la scène de crime sur laquelle nous avons découvert Jennifer, femme âgée de 38 ans, professeure de SVT dans un lycée, retrouvée morte le 20 septembre à 7h50 par un de ses collègues. Le rapport d'autopsie révèle une plaie rougeoyante et un gros hématome au niveau du flanc gauche. La cause de la mort est cependant indéterminée. Sur la scène de crime, nous avons découvert plusieurs indices tels que de la poudre blanche, une tasse de café, un mouchoir, et des taches de sang ainsi qu'une boulette de cheveux. En dehors de la scène de crime, en bas du bâtiment B, nous avons retrouvé dans la cour de récréation un marteau rempli de sang. Nous nous sommes tout d'abord interrogés sur l'entourage de Jennifer. Afin de déterminer les potentiels suspects, on a d'abord Clara, 17 ans, la fille de Jennifer Smith. Ensuite, nous avons Richard, 42 ans, directeur d'un laboratoire, mari et père de Jennifer. Nous avons ensuite Thibaut Goss, professeur d'anglais et collègue très proche de la victime. Et pour finir, nous avons Brandon, 20 ans, étudiant et petit ami de Clara, très peu apprécié par ses parents, qui le décrivent comme quelqu'un de vénal et profiteur. Nous avons ensuite calculé la trajectoire du marteau, et nous en avons conclu qu'il avait été jeté de la fenêtre de la scène de crime et par un individu de force physique moyenne. Nous nous sommes ensuite intéressés à la poudre blanche retrouvée sur la scène de crime qui était probablement du novacétol. Nous avons procédé à un test de chromatographie sur couche mince afin de nous en assurer et l'hypothèse a donc été validée. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la notice du novacétol afin de voir quelle était la dose maximale qu'une personne pouvait ingérer avant l'overdose. Le surdosage, d'après la notice, se faisait au bout d'1 gramme. Nous avons donc ensuite procédé à un protocole de dilution afin de déterminer combien de grammes étaient dans le sang de la victime. Et nous avons trouvé qu'il y avait 0,8 g de novacétol présent dans le sang de la victime, donc l'hypothèse de l'overdose était donc fausse. Nous avons également trouvé des messages cryptés sur l'ordinateur de Jennifer. Nous avons décrypté le premier message à l'aide du décryptage César, qui consiste à déplacer des lettres de l'alphabet de plusieurs lettres, telles que A devienne D par exemple, et ainsi de suite. Nous avons donc pu décrypter le message. Nous avons ensuite utilisé une deuxième méthode de décryptage, le décryptage de Wiener, qui reprend la technique du chiffre de César, mais où le décalage utilisé change de lettre en lettre. Le tueur restait malgré tout un mystère. Nous avons ensuite pratiqué un test d'agglutination avec le sang retrouvé sur la scène de crime afin de déterminer à qui appartenait le sang. Le principe d'agglutination consiste à mélanger un anticorps avec un certain groupe sanguin connu à l'avance, avec une groupe de sang de groupe indéterminé. Si le sang s'agglutine avec l'anticorps, cela détermine son groupe et nous avons donc pu identifier le sang de la victime. Nous nous sommes ensuite penchés sur des questions de lien de parenté. Jennifer étant du groupe A, son mari étant du groupe O et Clara du groupe B, quelque chose ne coïncidait pas.
car les enfants prennent une allèle du père et une allèle de la mère. Le résultat était donc impossible. Nous avons donc émis l'hypothèse que Thibaut Goss, collègue très proche de Jennifer, pouvait être le père de Clara. Il nous restait donc un indice, les cheveux retrouvés sur la scène de crime. Nous avons donc répertorié tous les suspects dans un tableau. À gauche leur nom et à droite leur couleur de cheveux. Plus tard, nous avons procédé à une analyse à l'aide de fils dont on connaissait l'épaisseur et d'un laser afin de comparer les cheveux des suspects avec les fils. Nous avons donc conclu que les cheveux appartenaient à Jennifer. La dernière étape est d'analyser les empreintes retrouvées sur le marteau pour enfin trouver qui était l'assassin. Nous avons comparé les empreintes de chaque suspect avec celles du marteau. Il existe donc 3 catégories d'empreintes, à savoir les spirales, les arches et la boucle. En plus des 3 catégories d'empreintes, pour pouvoir dire que 2 empreintes sont parfaitement identiques, il faut qu'elles aient 12 minuties communes. Or, Richard avait 12 minuties communes avec les empreintes retrouvées sur le marteau. On peut donc en conclure que Richard est le tueur.